Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on va aborder la notion de fonction inline. C'est en quelque sorte la suite sur la vidéo des macros, sans vraiment l'être, parce que là, on rentre dans un concept qui est propre à C++, hein, on n'est plus dans le pré-processing ou dans les macros, on est vraiment dans les fonctions C++. Néanmoins, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un petit peu la suite de la vidéo sur les macros et le pré-processing, pour la simple et bonne raison en fait qu'une fonction inline, eh bien ça se comporte un petit peu comme une macro. Voyons voir tout de suite pourquoi. Créons un fichier header, donc là vous voyez que j'en ai créé un, on s'en servira plus tard, je vous expliquerai d'ailleurs ce que j'ai fait dedans, mais on va en faire un autre ici, on va appeler donc un fichier d'entête inline.h, tac, ajouter, bon là on va laisser pragma once, ça ira très bien comme ça, et on va déclarer et définir une fonction en fait qui va simplement faire par exemple la somme de deux integers, un truc encore basique. Je prends beaucoup de choses basiques, mais tous les concepts qu'on voit à chaque vidéo en fait on peut les expliquer à travers des concepts basiques, donc je prends toujours des concepts basiques comme exemple. Après évidemment quand on aura un petit peu progressé, je vous montrerai des exemples plus compliqués, je vous en ai déjà montré quelques-uns, mais si vous voulez on prendra vraiment des exemples de la vie de tous les jours, des fonctions qui servent par exemple vraiment à des développeurs dans la vraie vie, donc des cas de figure de fonctions, d'exemples vraiment dont on se sert, dont je me sers dans la vie de tous les jours. Donc pour l'instant on va se contenter de définir vraiment une fonction très simplement, on va appeler sum encore une fois, int a, celle-là vous la connaissez, je l'ai déjà faite plein de fois, et on va faire return a plus b tout simplement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans notre source.cpp, on va faire un include de ce fichier header qui s'appelle inline.h. Et là, en fait, donc j'ai déjà créé un second fichier cpp que j'ai appelé source.bis.cpp. Dans ce fichier source.bis.cpp, je vais faire un include également de inline.h. Maintenant, je vais appeler la fonction. Donc je vais faire int a égale 4 par exemple, int b égale 8 et je vais appeler la fonction sum en passant a et b comme argument. Je vais l'afficher pour être sûr que ça se passe bien. Simplement un anti-slashed un peu pour changer, comme ceci. Et là, je vais démarrer la compilation. Enfin, je vais démarrer le debug. Ah, on a des erreurs. Effectivement, c'est là où je veux en venir. En fait, ces erreurs sont des erreurs de link. En fait, il n'y a qu'une seule erreur. Cette erreur, elle nous dit que int cdecle sum int. Alors, vous voyez, hein, les erreurs de link, hein, je vous disais que c'était parfois imbitable. Là, regardez, on a des sommes un peu bizarres. En fait, il faut savoir que ça, c'est la signature de la fonction. La signature de quelle fonction? La signature de la fonction sum. On voit bien qu'il y a marqué sum entre parenthèses int. Donc, c'est bien notre fonction sum qui prend en paramètre deux integers. Et il y a marqué qu'elle est déjà définie dans source.obj. Effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a compilé deux fichiers sources. On a compilé le fichier source.cpp et le fichier source.bis.cpp. Néanmoins, le problème, c'est que ces deux fichiers sources-là incluent le fichier inline.h, dans lequel il y a la définition d'une fonction. Ce qui veut dire qu'en fait, au moment du linking, l'éditeur de lien nous dit « Attends, là, tu es en train de compiler deux fichiers sources et dans ces deux fichiers sources-là, il y a deux fois la définition de la fonction sum. Donc, qu'est-ce que je fais? Laquelle je choisis? Est-ce que j'en choisis une? Est-ce que je choisis l'autre? Est-ce que j'en choisis aucune? Eh bien, en fait, au lieu d'avoir à choisir, il va tout simplement ne pas le faire. Et donc, il va nous renvoyer une erreur d'édition de lien. Alors, pour subvenir à ce problème, parce que là, en fait, lorsqu'on utilise des fonctions en C++, il y a tout un tas d'étapes que fait notre compilateur et notre programme, qu'on appelle un appel de fonction. Donc, un appel de fonction, ça crée un nouveau stack frame, ça détruit des variables locales d'un ancien stack frame, ça fait tout un tas de choses, ça vérifie que l'espace disponible est suffisant pour exécuter la fonction, etc. Il se passe un tas de choses, on va pas rentrer non plus trop dans les détails, simplement sachez qu'un appel de fonction peut être assez gourmand. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Pour l'instant, essayons de trouver des solutions. Donc la solution, ça pourrait être d'utiliser une macro. Par exemple, on pourrait faire comme ceci, define sum, donc on va commenter notre fonction sum. Define sum, en paramètre, on prendrait a et b, et on ferait tout simplement a plus b. Voilà, donc là, vous voyez que si je lance mon programme, déjà, il compile, premièrement, il n'y a pas d'erreur d'édition de lien, et si on regarde le résultat de l'appel à la fonction, enfin de l'appel à la macro sum, on a bien 12 qui s'affiche, qui est bien le résultat de 8 plus 4. Bon, c'est une solution, bien évidemment. Le problème, c'est que les macros, c'est au niveau du pré-processing, ça se passe avant même la compilation. Les macros, c'est pas fait pour contenir un corps, une logique très complexe, donc si on voulait faire une fonction assez complexe, eh bien on pourrait pas utiliser les macros. Bon, comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, il existe la possibilité d'utiliser le mot-clé inline qui va faire en sorte en fait que notre fonction sum, donc là je vais supprimer la macro, on n'en a plus besoin et on va décommenter ceci, je vous rappelle c'est CTRL SHIFT/,
dans Visual Studio en tout cas. Dans Visual Studio Code ça marche pas, c'est une autre touche, je sais plus ce que c'est. Et ici on va mettre le mot-clé inline avant le type de retour de la fonction. Maintenant si je lance le programme, ça compile et on a le même résultat que lorsqu'on a utilisé macro, c'est-à-dire que le résultat est bon, c'est 8 plus 4 c'est 12. Alors qu'est-ce que c'est que le mot-clé inline? Le mot-clé inline déjà ce qu'il faut savoir c'est que on s'affranchit pas des problèmes qui sont liés aux macros. C'est-à-dire que les macros en fait ce qui se passe quand on les utilise c'est simplement une copie du code de la macro vers la ligne en fait où on appelle cette macro. Donc c'est simplement un copier-coller. Là c'est la même chose. Les fonctions inline elles ne font qu'un copier-coller de ce qui se trouve dans leur corps directement en fait à la ligne où on fait appel à cette fonction. Néanmoins l'avantage des fonctions inline c'est qu'elles ne sont plus dans le pré-processing. Les fonctions inline c'est vraiment des fonctions C++, ça se passe vraiment au moment de la compilation et on va pouvoir donc débugger et tracer les erreurs de manière beaucoup plus simple avec une fonction inline qu'avec une macro. Je le répète, on s'affranchit pas de la problématique du code qui est copier-coller parce qu'une fonction inline ça fait la même chose plus ou moins qu'une macro en termes de copie et de collage du code à l'endroit où on y fait appel. Néanmoins, on n'est plus dans le pré-processing, on est vraiment dans le C++. Voilà. Donc une fonction inline, ça a deux avantages. Donc l'avantage sur une macro déjà, comme je l'ai dit, on fait pas appel au pré-processing, on est vraiment dans le C++. Le deuxième avantage, c'est par rapport aux fonctions en C++. Attention, pas aux macros, pas au pré-processing, vraiment aux fonctions. Les fonctions inline ont un avantage. Et cet avantage, c'est qu'en fait, étant donné qu'on fait simplement une copie et un collage du code, du corps et de la logique de la fonction inline à l'endroit où on y fait appel, on s'affranchit en fait de tout l'appel à la fonction, qui, comme j'en ai parlé tout à l'heure, peut être assez coûteux. Lors d'un appel à une fonction, il y a tout un tas de choses qui se passent, notamment la création d'un stack frame, la libération de la mémoire de certaines variables locales, etc. Donc là, vraiment, on gagne en optimisation, en fait, sur une fonction inline. Néanmoins, ce dont il faut se méfier, c'est l'utilisation des fonctions inline lorsqu'on veut utiliser une fonction complexe, longue, importante, en termes de ligne de code, en termes de complexité, en termes d'appel à d'autres fonctions. Il faut éviter de le faire. Les fonctions inline, c'est fait vraiment pour des fonctions simples, en fait. Par exemple, ici, la somme de a plus b, c'est une fonction, on peut difficilement faire plus simple. On pourrait faire plus simple en prenant un argument de type integer, simplement en retournant cet argument, il y aurait l'instruction d'addition en moins, mais ça reste une fonction extrêmement simple. Return a plus b, c'est vraiment un des retours les plus simples qu'on puisse faire. Du coup, dans ce contexte, dans ce cas de figure, l'utilisation d'une fonction inline est largement pertinent. Néanmoins, et je le répète, dans des fonctions importantes, par exemple des fonctions qui vont avoir 50 ou 100 lignes de code, qui vont faire des gestions d'arrêts, de tableaux, de l'allocation dynamique de la mémoire, etc., évitez d'utiliser des fonctions inline, parce que si jamais dans cette fonction, il y a de la récursivité, il y a de la manipulation de données importantes, d'objets de grosse taille, étant donné que ça ne va pas créer un nouveau stack frame, eh bien, on va se retrouver dans le stack frame qui existait déjà à l'endroit où on a copié le code de la fonction inline, et du coup, bon, bah voilà, on n'est pas à l'abri du stack overflow ou de d'autres problèmes de mémoire, etc. Donc du coup, fonction inline, petite fonction. Fonction normale, grosse fonction. Maintenant, il faut savoir que le mot-clé inline, bien évidemment, s'applique aussi à des méthodes de classe. Regardez, ici, j'ai créé un fichier que j'ai appelé header.h, j'ai pas changé de nom, j'ai gardé le nom standard, j'ai pas voulu faire un truc compliqué. Et ici, alors, première chose qui est un petit rappel sur la vidéo sur les macros, c'est, regardez, ici, j'ai fait un if and def inline, et ensuite j'ai défini. Et bien évidemment, j'ai fermé par un endif. Alors, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo sur les macros, mais même lorsque vous utilisez un if and def ou un if def, il faut toujours fermer avec endif. C'est pas parce que c'est pas un if simple qu'il faut pas utiliser endif. En fait, à chaque fois qu'il y a un contexte de structure conditionnelle, il faut toujours fermer avec un endif. Voilà, passons. Donc ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est l'équivalent d'un pragma once. Regardez, j'ai fait en sorte que si la définition de préprocessing underscore inline underscore n'existait pas, eh bien, premièrement, je la définis déjà, et ensuite, je compile et j'exécute tout le code qui se trouve après. Donc effectivement, si jamais on entre une fois dans ce fichier, on définit inline et ensuite il est défini. C'est-à-dire que si on essaye de re-rentrer une seconde fois, par exemple le compilateur ou l'éditeur de lien essaie de re-rentrer pour se resservir de ce fichier pour le copier ailleurs ou je ne sais quoi encore, eh bien inline sera défini et du coup tout ça sera même plus compilé. Donc c'est l'équivalent d'un pragma once. Parenthèse fermée. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai déclaré et défini une classe carré. Le constructeur qui prend un integer et qui en fait voilà qui définit la longueur du côté et j'ai défini une petite fonction que j'ai appelée r carré donc qui retourne l'aire du carré en faisant le produit de la variable côté avec elle-même. Ça donne bien l'aire d'un carré. Ensuite ici petite variable privée côté donc celle-là on s'en sert pour la longueur du côté et voilà pour le fun un petit const pointer nom au lieu d'utiliser un std string j'ai utilisé ça. Bon c'est pour donner un nom au carré, ça n'a pas grande importance ni pertinence mais j'ai voulu quand même l'utiliser pour l'exemple. Alors donc ici qu'est-ce que j'ai fait? Déjà on se rend compte d'une chose, on se rend compte que on a une méthode qui n'est pas seulement déclarée mais qui est aussi définie dans un fichier header. Ça c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que si jamais on devait inclure, comme je l'ai fait d'ailleurs avec le source bis.cpp,
envoyer ce fichier header à plusieurs endroits de notre programme, ça pourrait être problématique parce que la fonction est définie plusieurs fois. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire, eh bien tout simplement, c'est utiliser le mot-clé inline. Et là, on s'affranchit un petit peu de tous les problèmes de link qu'il peut y avoir par la suite. Il faut savoir que ça fonctionne de la même manière. Une fonction inline dans le contexte d'une classe, quand on l'utilise sur une méthode, eh bien en fait, ça va simplement copier le code à l'endroit où on appelle cette fonction inline. Du coup, maintenant, si j'essaye d'instancier un objet de type carré, donc je me débarrasse du code précédent, effectivement, il faut faire ceci, voilà, header.h, carré, on va l'appeler square par exemple. On va lui passer une longueur de côté de 10 et on va faire square.r carré, tout simplement. On va l'afficher, à chaque fois je me fais avoir. Std, cout. Là pour changer un peu, on va mettre simplement un anti/n. Voilà, ça changera un petit peu. Oups, n'importe quoi. Voilà. Maintenant, si j'exécute le programme, bien évidemment, on a 100 qui s'affiche, qui est l'aire du carré qui fait 10 de côté. Et du coup, notre fonction inline, eh bien, elle a marché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le compilateur qui décide au moment d'inliner une fonction. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment le contrôle sur le fait que votre fonction est bien inline ou non, même si vous mettez le mot-clé inline devant. C'est vraiment le compilateur qui va décider en fonction du type de votre fonction, de la complexité de son corps, de l'endroit où on y fait appel, d'un tas de choses en fait. Donc vous n'avez pas vraiment le contrôle là-dessus. Par acquis de conscience, lorsque vous voulez déclarer une fonction comme inline, déclarez-la inline, et puis même si après le compilateur lui décide de ne pas inliner votre fonction, eh bien au moins vous aurez mis le mot-clé inline si jamais le compilateur estime qu'il a besoin de le faire. Si le compilateur estime qu'il a besoin d'inliner votre fonction, si elle n'est pas inline, il l'inlinera pas. Mais si vous avez mis le mot-clé inline devant, eh bien il verra que, ah tiens, là le développeur il se dit, cette fonction, il veut qu'elle soit inline, je juge que c'est nécessaire ou pas. Si c'est le cas, eh bien je inline. Si c'est pas le cas, je l'inline pas. Mais au moins mettez-le, parce que au moins le compilateur, lui, il aura l'information comme quoi vous décidez que votre fonction soit inline, et du coup, s'il le juge nécessaire, il l'inlinera. Voilà. Bon, après, il existe des directives pour forcer le compilateur à inliner une fonction. Je vous déconseille de le faire, parce que si jamais le compilateur, lui, décide de pas inliner votre fonction, c'est qu'il y a des raisons. C'est que c'est pas nécessaire de le faire. Et qu'il n'y aura pas forcément de gain en optimisation si jamais vous lui dites de le faire. Si jamais vous forcez à inliner une fonction qui n'a pas besoin d'être inlinée selon lui, c'est que vous n'aurez pas de gain. Et vous aurez d'ailleurs peut-être même des pertes en efficacité et en optimisation. Donc faites-lui confiance. Néanmoins, je vais quand même vous montrer comment on fait. Là, on est sur le compilateur MSVC, on est sur Visual Studio, donc c'est le compilateur Microsoft. Le compilateur Microsoft, la directive qui permet de forcer un inline de fonction, c'est _ force inline. Voilà, tout attaché ici. Là, en fait, on lui dit de forcer l'inlining de la fonction. Voilà, donc comme je vous le dis, je le répète, c'est pas forcément très pertinent de faire ça, ni très malin finalement. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de le faire sur GCC, sur Clang. Je crois que c'est _ inline. Donc après la déclaration du type, du nom de la fonction, c'est _ inline, _ entre parenthèses, force inline ou quelque chose comme ça. Je vous le mettrai peut-être dans les commentaires. Voilà, donc je répète quand même que savoir ça, bon, ça peut servir, mais honnêtement, faites confiance à votre compilateur. Il saura quand inliner vos fonctions, quand ne pas le faire. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, comme d'habitude, je me ferai une joie d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao, ciao!